On commence avec cette triste nouvelle pour l'Église catholique. Alors qu'il venait de fêter les 99 ans le 25 mars dernier, Monseigneur Eugène Moké est décédé ce lundi à Kinshasa après un temps de maladie. D'après la Conférence épiscopale nationale du Congo, la levée du corps est prévue pour le mercredi 8 avril. Il sera ensuite exposé à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Des hommages lui seront rendus au stade Tata Raphaël avant son inhumation vendredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo, ordonné prêtre le 9 juin 1946. Que retenir de la vie de cet homme? L'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la SENCO, nous en dit un peu plus. L'Église catholique en RD Congo vient de perdre un de ses dignes fils, un géant de son histoire, Monseigneur Moké, pionnier de l'évangélisation, devenu prêtre avec Monseigneur le cardinal Maloula, en fin des années 40, déjà à l'époque coloniale. Il représente pour nous, vraiment, je dirais, la tradition de fidélité à l'Évangile et de rigueur, de discipline dans la vie consacrée. Monseigneur Moké, vous savez, a été le responsable de l'éducation catholique, comme le coordinateur des écoles conventionnées catholiques. Et Monseigneur le cardinal Maloula lui a confié ce domaine. Ensuite, il a été aussi évêque auxiliaire chargé de toute la région est de Kinshasa. Donc, Ingasani, Massina, Njili, Maluku, Nsele jusqu'à Maluku. Il a été donc, et sa devise épiscopale, c'est évangéliser, annoncer l'évangile aux pauvres. Il s'est donné tout entier, annoncer l'évangile pour mettre l'homme debout, travailler donc à la promotion humaine. Et dans le domaine de l'enseignement, il a été promoteur d'une école de scolaire Monseigneur Moké. Il parlait souvent du psaume 91, 15 qui dit « Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer que le Seigneur doit à lui. » Donc voilà, cet homme qui nous quitte à 99 ans, 99 ans. Nous nous préparions à fêter le centenaire l'année prochaine, mais les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. C'est une icône pour la vie chrétienne, pour l'Église catholique en RDC. Dans l'actualité toujours, les 9 membres de la Commission nationale de droits de l'homme investis par le chef de l'État Joseph Kabila ont été présentés à la Chambre basse du Parlement au cours de la plénière présidée par Obama Minaku. Ces membres de la CNDH ont été désignés par des organisations de la société civile sous l'arbitrage du bureau de l'Assemblée nationale. Suivez. Ils étaient jusqu'à ce jour premiers suppléants. Désormais, c'est en qualité de députés nationaux que ces 18 personnalités siégeront à l'Assemblée nationale. Soyez les bienvenus, honorables députés, nous vous accueillons avec joie. Tout s'est passé après l'audition du rapport de la commission PAJ par la plénière. Mars et s'arrête le 15 juin. Je suis à la population, plutôt à la MRC, à la disposition plutôt de la population qui a élu l'honorable, jadis honorable député Liota, aujourd'hui son Excellence. Donc je demande à cette population de nous faire confiance. Nous allons procéder à la présentation de... La validation des mandats terminée, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obeminako Ndjalanjoko, a présenté les différents membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Nous sommes 9, nous ne saurons pas couvrir toute la nation congolaise et ce sera donc les autres associations, les autres institutions avec qui on va collaborer pour dénoncer justement les violations des droits de l'homme, pour que notre pays retrouve son blason doré. Parce que jusque-là, vous savez que dans certaines institutions, d'ailleurs, on a été éjecté. Aujourd'hui, la volonté de notre pays, le gouvernement, le chef de l'État ainsi que toutes les autres institutions citoyennes et même l'opposition ont démontré cette volonté-là de mettre en place la Commission nationale des droits de l'homme pour que notre pays redevienne celui qu'il a été avant. Ils sont au total 9, 6 hommes et 3 femmes qui ont été désignés par les organisations de la société civile sous l'arbitrage du bureau de la Chambre basse du Parlement. Cette institution d'appui à la démocratie est chargée de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme en RDC.
Toujours à l'Assemblée nationale, Sama Lukonde, ministre de la Jeunesse et des Sports congolais, a répondu aux préoccupations soulevées le jeudi dernier par le député national Dédé Makwa dans sa question orale avec débat au sujet du désistement de la RDC à l'organisation de la CAN de moins de 23 ans, ainsi que la réhabilitation et la construction des stades dans différentes provinces. Sama Lukonde est au micro de Gloria Mbouya. Je dis que c'était une conclusion attendue, car bon, comme vous le savez, c'était une question qui passionne tout le monde et c'était une décision aussi qui n'était pas appréciée de tous. C'est une décision qui ne nous a pas nécessairement honorés, mais c'était aussi une question de responsabilité. Et par rapport à cela, nous avons retenu les recommandations qui nous ont été faites. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord mieux nous préparer par rapport aux infrastructures sportives, ne pas nous arrêter dans la politique de construction, que ce ne soit pas parce que nous avons pris cette décision que nous puissions nous désengager aussi de la poursuite des exécutions des travaux de nos stades que nous avons besoin de mettre aux normes. Nous avons aussi noté que nous avons reçu beaucoup de recommandations allant dans l'encouragement dans la politique sportive de nos équipes, car effectivement nous avons eu des résultats lors de la CAN et nous avons des résultats avec nos clubs. Et donc il faut continuer dans le même sens et que prochainement, il ne faudrait pas prendre des engagements si jamais nous ne sommes pas sûrs de pouvoir les tenir. Mais j'avais donné toutes les raisons pour lesquelles nous avons eu à prendre cette décision. En conclusion, je remercie l'honorable Dédé Makwa pour cette question orale qui m'a été posée. C'était un exercice démocratique important et nécessaire. Et c'était surtout important que la représentation nationale et surtout le monde sportif congolais soient informés. Pour l'auteur de la question, les députés Dédé Makwa se dit insatisfait de la réponse du ministre des Sports. Il demande par ailleurs la création d'une commission d'enquête parlementaire pour suivre de près les dossiers de construction des stades. Je n'ai pas été satisfait, je ne suis pas d'accord avec les déclarations de M. le ministre, parce qu'il ne devait pas, en principe, signer la lettre qu'il a signée, parce qu'il avait dit au niveau du Parlement, et il était obligé de faire cette lettre par le Premier ministre. Il a été obligé par le Premier ministre, c'est comme ça qu'il a signé cette lettre. Vraiment, c'est regrettable parce que nous, les sportifs congolais, on voulait que cette compétition, la phase finale de ces U23, se passe dans notre pays au Congo. Mais c'est malheureux. Les joueurs de 23 ans, ils devaient avoir 25 ans en 2017. Il y aura la CAN en 2017. On devait avoir à préparer notre équipe nationale, à trouver d'autres joueurs qui peuvent colmater les brèches, comme je l'ai dit, dans l'équipe, dans le statut de nos entraîneurs nationaux pour la sélection qui va monter pour 2017. Vraiment, c'est malheureux que nous pouvions rater l'organisation de cette compétition. Politique dans ce journal, découpage territorial et calendrier électoral en RDC, les langues, c'est délit. Le Burek, cette formation politique se range derrière la vision du découpage territorial avec ses lois y afférentes. Sur cette problématique du découpage, la formation politique de Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, adopte une vision globale, celle d'un État unitaire fortement décentralisé en vue de barrer la route à la balkanisation de la RDC. Entendu que le processus électoral enclenché est considéré pour le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo comme une occasion en or pour pénétrer les organes électifs et nominatifs de notre pays afin de contribuer avec sa touche à l'élan de l'émergence déjà amorcé. Elle salue la promulgation de lois sur la décentralisation, spécialement en ce qui concerne la loi de programmation déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces dont le rendez-vous avait été manqué en mai 2010. S'agissant de la grande polémique sur le processus de la décentralisation, particulièrement la problématique du découpage, le Burek ayant comme option politique de faire de la RDC un État unitaire fortement décentralisé en vue de barrer la route à la balkanisation de cette dernière, appelle toute la classe politique à analyser froidement et objectivement la pertinence du découpage territorial qui, du reste, demeure une des options fondamentales de la Constitution.
Dans un autre chapitre, le satisfecit du FMI suite à l'engagement économique de la RDC défraie encore la chronique. Le sujet a été au centre de la réunion de la troïka stratégique du gouvernement tenue ce lundi. Une réunion qui a aussi évoqué la rencontre RDC-CEAC sous la conduite du FMI ainsi que le raffermissement du dollar américain par rapport à l'euro. Le ministre de l'économie Modeste Bahati Lukebo nous fait ici le compte rendu de cette réunion. S'agissant des dossiers sur le plan international, d'abord nous avons noté que dans les 2 semaines passées, il y a eu une rencontre à Brazzaville au Congo qui a été organisée conjointement par la Banque des États de l'Afrique centrale et le Fonds monétaire international et qui avait pour thème l'inclusion financière. À l'issue de cette réunion, des recommandations ont été formulées à l'endroit des pays membres de la CEAC pour intensifier l'inclusion financière comme moyen de booster la croissance économique. Dans ce même cadre, le Premier ministre a reçu la lettre d'encouragement et d'appréciation du premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international, M. David Lipton, qui a apprécié les efforts qui sont fournis par le chef de l'État et le gouvernement de la République en ce qui concerne la croissance économique. Et il a demandé que cet effort soit poursuivi pour davantage étendre les effets positifs de la croissance économique. Et juste après la troïka, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué une visite d'inspection au chantier de l'aérogare moderne de l'aéroport international de Njili. Les travaux de finition avancent à pas de géant et le chef du gouvernement tient au respect du délai fixé au constructeur. Après l'accueil par le ministre des Transports et Voies des Communications, Justin Kalumba, l'équipe dirigeante de la RVIA et le chef du chantier, le Premier ministre débute la visite par le parking payant, déjà presque prêt pour accueillir 250 véhicules. C'est la qualité. Comme vous le constatez, les travaux sont au stade de finition. Matata Ponyo, qui connaît ce que valent les sacrifices des contribuables congolais, est exigeant en termes de qualité. Et il n'est pas déçu. 16 box d'enregistrement sont déjà disponibles pour améliorer la fluidité des transits et la prestation des services de migration. Le Premier ministre visite également les circuits des bagages équipés d'un scanner. 1500 bagages passeront par ces circuits en 1 heure. Des salles d'embarquement et autres VIP équipés de caméras de surveillance susceptibles de reconstituer un événement. Les suivis des travaux de grands et moyens chantiers, ça fait partie de la gestion Matata et il promet de revenir ici dans 14 jours pour le dernier constat avant de fixer la date de la mise en service de cet aérogare moderne qui entre dans la droite ligne de l'exécution du programme de reconstruction du pays à travers la révolution de la modernité. Exploitation illégale de bois en RDC, le ministre de l'Environnement et Développement rural, bienvenu, Lio Tanjoli, a au cours d'un point de presse démenti la fausse accusation de l'ONG Greenpeace qui a publié dans son dernier rapport que le secteur forestier congolais baigne dans l'illégalité cruelle. À en croire le ministre de l'Environnement, le rapport de cette ONG est non fondé. Nous sommes dans la salle de conférence du ministère de l'Environnement à Gombe. Ici, bienvenue Liota, ministre de l'Environnement et Développement durable, a comme interlocuteur des journalistes des médias nationaux et internationaux. Au menu de cet échange, éclairer l'opinion sur le rapport non fondé de l'ONG Greenpeace, accusant le secteur forestier congolais d'illégal. Et au-delà du gouvernement, ceux qui sont dans les secteurs, qui travaillent, qu'est-ce que ça apporte? Mais ça les empêche de faire du bon travail et aussi d'accéder au marché. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut accepter d'acheter un bois qui a été déclaré illégal. Tout est parti du 8 janvier dernier, où lorsque des militants de Greenpeace avaient déposé une grume en provenance de Kinshasa devant le ministère français de l'écologie, accusant la France d'être principale porte d'entrée en Europe pour les bois de pays à très haut risque d'illégalité dans la RDC. C'en était trop, et le gouvernement congolais
devait réagir. Vous avez vu comment, d'où ça commence, on part d'un point A et on arrive au point C. C'est dire que toutes les procédures sont effectivement respectées. Après des minutieuses enquêtes, le patron de l'environnement a fourni, grâce aux différents services régissant l'aménagement et la gestion forestière, toutes les preuves démontrant à suffisance combien l'origine de ce bois incriminé était propre et légale. Je suis content parce qu'aujourd'hui, cette clarification qui vient d'être faite par mes services démontre à suffisance